Je suis Bette Sinclair, et l'année de mes 26 ans, ma propre mère m'a dit d'arrêter d'être son problème. Mon mari était mort depuis 11 jours. Je me tenais sur son Porsche, avec 2 bébés d'1 an endormis à l'arrière de la voiture, pour lui demander 3 semaines de répit et un canapé. Elle m'a regardé de la même façon que l'on regarde une facture inattendue. Je vais vous raconter exactement ce qu'elle a dit. Mais d'abord, je veux que vous gardiez son visage à l'esprit, car 8 ans plus tard, ce même visage allait se figer, sur mes propres terres, devant 300 personnes, en attendant un chèque qui ne viendrait jamais. Cette histoire commence dans le froid, et elle se termine avec 100 millions d'euros, ainsi qu'une seule phrase qui a vidé une pièce. Laissez-moi vous ramener sur ce Porsche. Daniel est mort un mardi d'octobre, coincé sous un tracteur qui s'était retourné sur une pente qu'il avait nivelée 100 fois. Il avait 28 ans. J'en avais 26, et nos jumeaux, Caleb et Anna, venaient tout juste d'apprendre à applaudir. L'hôpital a appelé à 16h11. Je me souviens de l'heure parce que je faisais chauffer des biberons, et il restait encore 11 secondes sur l'horloge du micro-ondes quand j'ai décroché. Ils m'ont demandé si je pouvais venir. Ils n'ont pas précisé pourquoi au téléphone. Ils ne le font jamais. J'ai conduit pendant 40 minutes, les mains crispées sur le volant à 10h10, l'esprit parfaitement et terriblement vide. J'ai signé 3 formulaires à un comptoir, et ma signature est sortie tremblante, ce qui m'a semblé être une trahison en soi. Une infirmière m'a demandé s'il y avait quelqu'un que je pouvais appeler. J'ai répondu oui. J'ai menti. La vérité, c'est que j'avais un bail qui se terminait dans 19 jours, 400 € sur mon compte courant, et une police d'assurance vie que Daniel se promettait toujours de mettre en place, mais qu'il n'avait jamais faite. Nous étions de jeunes éleveurs fauchés, certains d'avoir du temps devant nous. Les gens de notre âge pensent toujours qu'ils ont le temps. Ce soir-là, je me suis assise sur le sol de la cuisine, entre 2 berceaux, et j'ai fait les comptes à voix haute. Dire les chiffres m'empêchait de dire des choses bien pires. Le loyer, la garderie, le crédit du camion, les couches en 2 tailles différentes. J'ai fait le calcul 2 fois, et j'ai obtenu la même réponse à chaque fois, c'était non. Il ne me restait exactement que 2 portes à frapper, et j'avais déjà décidé laquelle j'essaierais en premier. C'était la mauvaise. J'allais le découvrir au petit matin. Mes parents vivaient à 90 minutes à l'est, dans une maison en briques, avec une couronne sur la porte pour chaque saison. J'avais grandi là-bas en me rendant utile. Mon jeune frère, Travis, avait droit aux frais d'inscription au football et aux nouveaux crampons. Moi, j'avais droit au travail à temps partiel, et aux grands discours sur les responsabilités. Je me disais que cela faisait de moi la personne forte de la famille. J'ai conduit jusque chez eux avec les jumeaux, car je n'avais nulle part ailleurs où aller. J'ai frappé. Ma mère, Linda, a ouvert la porte dans son beau gilet, et elle ne s'est pas écartée. Je lui ai demandé 3 semaines, un canapé, un coin, n'importe quoi, juste le temps que la question de l'assurance se règle, pour que je puisse respirer. Mon père, Gary, planait dans le couloir derrière elle, les yeux fixés sur ses chaussures. Travis a entrouvert la porte de sa chambre, a vu que c'était moi, et l'a refermée. Ma mère a croisé les bras sur son gilet. Elle m'a dit que la famille tirait déjà le diable par la queue, que 2 bébés représentaient une lourde charge, que j'étais une adulte maintenant, et que les adultes géraient leurs propres problèmes. Puis, elle a dit cette phrase que j'allais porter en moi pendant 8 ans, nous ne pouvons pas être ton filet de sécurité, Bethany. Un bébé a gémi dans la voiture. La lumière du Porsche grésillait. J'ai dit, d'accord, parce que dire d'autre? J'ai redescendu les marches en portant les 2 sièges auto, pendant que ma mère me regardait derrière la moustiquaire. Quelque part entre la 2e marche et le camion, la lumière s'est éteinte d'un coup sec, comme si même la maison en avait fini avec moi. Je n'ai pas pleuré avant d'avoir franchi la limite du comté. Ensuite, j'ai appelé le seul autre numéro que j'avais. J'ai appelé Ruth Sinclair, la mère de Daniel, uniquement pour lui dire que j'étais en difficulté. C'était tout. Je n'ai rien demandé, car demander venait de me coûter la dernière once d'une chose que je ne saurais nommer. Ruth a écouté pendant peut-être 20 secondes. Puis elle a dit, « Où es-tu en ce moment ?» Je lui ai indiqué la station-service sur la route 9. Elle m'a répondu, « Ne bouge pas. » 40 minutes plus tard, le camion de Walt Sinclair s'est garé à côté du mien. Ses phares ont balayé 2 bébés endormis. Le vieil homme est descendu sans un mot, et a commencé à transférer les sièges auto comme s'il l'avait fait 1000 fois. Ruth est apparue côté passager. Elle portait une courte pointe bleue brodée d'étoiles blanches,
celle qu'elle avait confectionnée à la naissance des jumeaux. Elle y a enveloppé Caleb, puis Anna, juste là, sous les néons de la station. Ensuite, elle a glissé quelque chose de chaud entre mes mains. C'était un plat à gratin ébréché, couleur souci, recouvert de papier aluminium. Il était encore brûlant, comme si elle l'avait attrapé directement sur la cuisinière en sortant. J'ai commencé à dire que je ne pouvais pas, que je ne voulais pas être un fardeau. Mais Ruth m'a coupé, avec la douceur totale et absolue dont seule une femme bonne est capable. Elle a regardé Walt et a dit, « Mets 2 couverts de plus. Ils sont à nous, maintenant. » C'était tout. Aucune condition, aucun discours sur les adultes qui doivent gérer leurs problèmes. Quelques mots dans le parking d'une station-service. J'ai suivi leur feux arrière sur 40 miles, jusqu'à une petite exploitation équestre en difficulté à Cedar Hollow, au Texas. Je ne le savais pas encore, mais je venais de rencontrer ma vraie famille pour la première fois. La propriété des Sinclair, c'était 80 acres de bonnes intentions et de malchance, une grange qui avait besoin d'un nouveau toit, des clôtures qui avaient besoin de tout, et une hypothèque dont Walt ne parlait jamais devant les invités. Ils ont installé les jumeaux dans l'ancienne chambre de Daniel, et moi de l'autre côté du couloir. Pendant la première semaine, j'ai surtout fixé le plafond en écoutant les chevaux bouger dans l'obscurité. Voici le détail que personne, chez ma mère, n'avait jamais pris la peine d'apprendre sur moi. J'avais un diplôme en sciences équines, obtenu après 6 ans de cours du soir et de garde double dans une clinique vétérinaire, payé entièrement par mes soins. Je connaissais les lignées. Je connaissais la morphologie. Je faisais la différence entre un cheval sain, et un cheval qui ne s'était tout simplement pas encore effondré. Alors, le 9e jour, quand Walt m'a emmené voir le bétail, je me suis arrêté net devant un box au fond. Il y avait là une jument baille de 4 ans, avec une jambe avant gauche qui tournait très légèrement vers l'intérieur au niveau du genou. Walt m'a dit qu'elle partirait à la vente du samedi, que personne ne voulait d'une jument aux jambes tordues, et qu'il ne pouvait pas se permettre de nourrir ce qu'il ne pouvait pas vendre. Je suis resté devant ce box pendant un long moment. Tous ceux qui l'avaient regardé n'y avaient vu qu'un rebut. Moi, je l'ai regardé faire 3 pas sur la paille, et j'ai vu tout autre chose. Cette jambe tournée vers l'intérieur lui permettait de prendre appui, et de repartir un poil plus vite qu'un cheval aux jambes droites ne pourrait jamais le faire. J'ai demandé à Walt de m'accorder jusqu'au printemps. Il m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Puis, il a regardé la jument. Et il a hoché la tête. Elle s'appelait Junipé. C'était la première chose que je choisissais depuis 11 jours. Je veux être honnête sur la personne que j'étais à l'époque, car ce n'est pas une image flatteuse, et j'ai fini de faire semblant. Je n'étais pas courageuse. J'étais terrifiée. Et j'ai transformé cette terreur en travail, parce que le travail était le seul langage en lequel j'avais confiance. J'ai pris tous les petits boulots à distance de route. Je débourrais des poulains pour les voisins à l'aube, je faisais une tournée de livraison de fourrage à midi, puis je rentrais pour curer les box et lire des articles de génétique jusqu'à ce que mes yeux se croisent. Walt m'a proposé un salaire pour mon travail sur l'exploitation, et je l'ai refusé pendant 4 mois, parce que devoir quoi que ce soit au Sinclair me donnait l'impression d'une dette à laquelle je ne survivrais pas si je faisais faillite 2 fois. Ruth a commencé à laisser des assiettes devant ma porte, parce que j'avais arrêté de m'asseoir à table. Un soir, Walt m'a trouvé endormi debout dans la zone de douche, le tuyau d'arrosage coulant encore. Il a fermé l'eau et m'a dit doucement, « Bête, personne ne tient les comptes ici. » Je ne l'ai pas cru. J'avais passé toute ma vie à croire que l'amour était toujours livré avec une facture, et on ne désapprend pas ça en une saison. La banque avait donné au Sinclair 18 mois avant d'entamer les discussions de saisie. Je connaissais ce chiffre comme je connaissais mon propre pouls. Alors, je dormais 4 heures, je me levais, et je recommençais. J'appelais ça de la force, et je me disais que les jumeaux avaient de la chance d'avoir une mère qui n'abandonnait jamais. Il m'a fallu des années pour comprendre que s'user à la tâche n'est pas toujours une question de discipline. Parfois, c'est juste de la peur vêtue d'un plus beau manteau. Mais la peur, orientée dans la bonne direction, peut bâtir de grandes choses. J'avais une jument aux jambes tordues, et une grange vide. J'allais bientôt découvrir ce que cela pouvait bâtir. Il m'a fallu 14 mois pour faire progresser Junipé. Je n'ai pas lutté contre sa jambe. J'ai construit autour, en la conditionnant à utiliser ce qu'elle avait, au lieu de s'en excuser. Au printemps suivant, elle pouvait s'arrêter net et pivoter plus vite que des chevaux valant 10 fois le prix qu'elle aurait rapporté à cette vente du samedi. Je l'ai inscrite à une petite compétition de reining pour jeunes chevaux à 2 comtés de là,
le genre d'événement avec des chaises pliantes et un stand qui ne vendait que des hot-dogs et du café. Je n'attendais rien. J'avais juste besoin d'une preuve pour la banque, et pour moi-même. Junipé a tiré un numéro de passage précoce. Quand elle a exécuté son parcours, cette jambe tordue lui a permis de s'enfoncer dans le sol lors de ses arrêts, comme si elle s'y fondait. Nous avons terminé 3e sur 41. 3e. Je me tenais dans la poussière, tenant un ruban vert qui ne valait peut-être rien. Mais pour la première fois depuis plus d'1 an, j'ai senti un sol solide sous mes pieds. Cependant, voici ce qui comptait encore plus que le ruban. Une femme âgée, assise au 2e rang des gradins, n'avait cessé d'écrire dans un carnet en cuir. Et quand Junipé a fait son arrêt final, cette femme a cessé d'écrire, pour simplement observer. Plus tard, elle m'a trouvé près de la remorque et m'a posé une seule question. D'où tenez-vous la lignée de cette jument? Je lui ai dit la vérité, que je l'avais construite à partir d'un cheval destiné à l'abattoir. Elle m'a étudié un instant, de la même manière que Walt avait étudié Junipé, puis elle m'a tendu une carte de visite, en me disant qu'elle me contacterait. Sur la carte, il y avait écrit « Vivian Hargrove ». Je n'avais aucune idée de qui elle était. J'allais le découvrir, et cela allait redéfinir tout ce que je croyais avoir le droit de désirer. Mes parents m'appelaient 2 fois par an, avec une régularité d'horloge, comme un abonnement que personne ne pouvait annuler. Ce mois de décembre-là, le téléphone a sonné le matin de Noël, pendant que les jumeaux déchiraient le papier journal et les rubans qui emballaient des cadeaux d'occasion offerts par Ruth. C'était ma mère. L'appel a duré 4 minutes. Elle a passé les 3 premières à parler de Travis, de sa nouvelle entreprise, une franchise de fitness qui allait faire un carton, de leur fierté, et de la vision qu'il avait toujours eue. Puis, elle s'est souvenue que j'étais au bout du fil, et m'a demandé comment je m'en sortais là-bas, chez mes beaux-parents. J'ai répondu que les enfants étaient en bonne santé, et que j'avais placé un cheval lors d'une compétition. Il y a eu un silence, le genre de silence qui vous indique que la personne au bout du fil regarde l'heure. Puis elle a dit « Eh bien, c'est bien », avant de demander comment allaient les enfants. Et voici la chose que je n'ai jamais oubliée. Elle n'arrivait pas à trouver leur prénom. Pas un seul. Elle a dit « les bébés ». Mes enfants avaient presque 2 ans, et ma propre mère les appelait « les bébés », parce qu'elle n'avait jamais pris la peine de poser la question. J'ai dit « Caleb et Anna », comme une correction, et elle a répondu « bien sûr, bien sûr ». Bon, Travis a besoin du téléphone. Joyeuse fête. Et la ligne a coupé. Je suis resté dans l'encadrement de la porte, regardant Anna mettre un nœud sur la tête de Caleb, pendant que Ruth riait dans la cuisine. Et j'ai compris quelque chose avec une clarté qui ne faisait même plus mal. Mes parents se souvenaient de moi exactement 2 fois par an, et ils n'avaient jamais demandé le prénom de leurs seuls petits-enfants. J'ai raccroché, je suis allé mettre la table, et j'ai ajouté 2 assiettes supplémentaires sans qu'on me le demande, parce que dans cette maison, c'était tout simplement ce qu'on faisait. Vivian Hargrove n'était pas, comme il s'est avéré, une gentille vieille dame qui aimait les chevaux. C'était un nom. 40 ans d'expérience dans l'élevage de chevaux de performance, une réputation qui ouvrait des portes du Texas au Kentucky, et un portefeuille qu'elle avait construit puis en grande partie revendu au décès de son mari. Elle a débarqué chez les Sinclair en février, dans un camion qui valait plus cher que la grange. Elle a fait le tour des clôtures avec Walt, puis a demandé à voir Junipé en mouvement. Elle a regardé pendant 10 bonnes minutes sans dire un mot. Puis, elle s'est tournée vers moi et a dit « Vous avez lu cette jambe correctement, ce que la plupart des gens avec des diplômes à rallonge auraient raté. Et je veux savoir ce que vous pouvez voir d'autre. » Je lui ai dit la vérité. Je pensais que la lignée de Junipé pouvait engendrer toute une génération de chevaux qui couraient comme elle, que ce trait était héréditaire, et que le marché paierait pour l'obtenir, si je pouvais le prouver sur ses poulains. Vivian m'a demandé de combien de capital j'aurais besoin pour le découvrir. J'avais refait les calculs une centaine de fois dans le noir, alors je lui ai donné le chiffre sans scier. Elle n'a pas scié non plus. Elle m'a dit qu'elle avait vu beaucoup de talents enterrés sous beaucoup de malchance, et qu'elle n'avait plus la patience de le regarder rester enfoui. Ensuite, elle a prononcé les mots contre lesquels je m'étais barricadé toute ma vie, « Laissez-moi investir en vous ». Ce qui est étrange, et dont je ne suis pas fier, c'est que mon premier instinct a été de dire non. Parce que j'avais appris ce que les gens voulaient dire quand ils proposaient leur aide. Je l'avais appris sur un Porsche, en octobre. Alors je n'ai pas dit oui. J'ai répondu que j'avais besoin de voir les conditions par écrit, chaque ligne. Et Vivian Hargrove a souri,
comme si je venais de réussir un test. J'ai engagé une avocate avec de l'argent que je n'avais pas, une femme méticuleuse nommée Pat, qui m'a facturé en plusieurs fois et a mérité chaque euro. Nous avons passé 3 semaines sur l'accord avec Vivian, et j'ai lu chaque clause 2 fois à voix haute, jusqu'à ce que ce langage cesse d'être une langue étrangère. Vivian financerait le programme d'élevage. En retour, elle détiendrait une part minoritaire, clairement définie, avec une voie de rachat nette si l'une de nous voulait se retirer un jour. Mais la partie sur laquelle j'ai insisté, celle où Pat a dit que la plupart des gens dans ma position ne pensent jamais à se protéger, c'était la lignée elle-même. La génétique, les droits de reproduction, les registres, l'avenir de la lignée de Junipé. Tout cela, je l'ai structuré séparément, entièrement sous mon contrôle. Vivian aurait pu s'y opposer. Beaucoup d'investisseurs l'auraient fait. Au lieu de cela, elle a lu mes corrections au stylo rouge, a levé les yeux par-dessus ses lunettes, et m'a dit « Vous allez très bien vous en sortir, n'est-ce pas ?» Je ne comprenais pas encore tout à fait pourquoi il était si important pour moi de posséder la chose en elle-même, et non pas juste une part de l'argent qu'elle rapportait. Je pense qu'une partie de moi se tenait encore sur ce Porsche, entendant encore ma mère m'estimer comme un fardeau. J'avais décidé, au plus profond de moi, que je ne me retrouverais plus jamais dans une position où quelqu'un d'autre détiendrait le papier qui décidait de ma vie. J'ai appris une chose très jeune que je n'ai jamais eu à désapprendre, les gens qui vous aiment signent clairement. Les gens qui vous utilisent signent dans le brouillard. Vivian a signé clairement, à l'encre bleue, un mardi. J'ai signé sous son nom. Et quand Pat a glissé les exemplaires originaux dans un dossier, j'ai ressenti un déclic quelque part dans ma poitrine. Le bruit d'une fondation qui se mettait en place. Je ne le savais pas alors, mais je venais de construire le mur contre lequel toute ma famille finirait un jour par se briser. Le premier poulain de Junipé est né au printemps. Un poulain bé aux longues pattes, qui se tenait mal, mais qui bougeait parfaitement bien. J'ai su en moins d'une semaine qu'il l'avait. Cet arrière-train bat pour prendre appui, cette fin de s'arrêter net. Nous avons nommé le programme d'après le ruisseau qui coulait au fond de la propriété. Et j'ai élevé avec soin. 3 juments la première année, puis 6, en croisant la lignée de Junipé avec du sang extérieur qui complétait son trait, au lieu de l'annuler. Le temps que ce premier poulain ait 2 ans, des acheteurs qui n'avaient jamais répondu à mes textos ont commencé à m'appeler. Il a été vendu aux enchères pour une somme qui a obligé Walt à s'asseoir sur un seau retourné, et à y rester un bon moment. L'argent est rentré doucement au début, puis plus du tout doucement. Nous avons réparé le toit de la grange. Nous avons remboursé la banque avec de l'avance, et la menace de saisie immobilière, qui battait dans ma poitrine comme un second cœur, s'est tout simplement arrêtée. Un dimanche d'automne, j'ai servi le déjeuner aux ouvriers du ranch à l'arrière d'un camion à plateau, en versant du ragoût depuis un plat à gratin ébréché de couleur souci. Le même plat que Ruth avait pressé entre mes mains dans une station-service, 2 ans plus tôt. Elle m'a surprise en train de l'utiliser et n'a rien dit, elle a juste souri et détourné le regard. J'étais passé de la femme qu'on nourrissait sur un parking, à la femme qui nourrissait les autres. Et je l'avais fait avec le même plat cabossé. La nouvelle s'est répandue au-delà du comté, puis au-delà de l'État. Les gens ont commencé à prononcer le nom du programme avant de prononcer mon nom, ce qui était exactement ce que je voulais. Et quelque part, à 90 minutes à l'est, dans une maison en briques ornée d'une couronne pour chaque saison, un téléphone allait commencer à sonner dans l'autre sens. Ma mère a appelé un jeudi de mars. Pas à Noël, pas pour mon anniversaire. Un jeudi ordinaire et banal. C'est comme ça que j'ai su immédiatement que quelque chose avait changé. Sa voix était différente. Plus chaleureuse, arrondie sur les bords, d'une manière que je n'avais pas entendue depuis que j'étais petite et utile. Elle m'a demandé comment j'allais, et puis elle a réellement attendu la réponse, ce qu'elle n'avait jamais fait. Elle m'a posé des questions sur le ranch. Elle a utilisé le nom du programme correctement, ce qui signifiait qu'elle l'avait entendu quelque part, ce qui signifiait que la rumeur avait voyagé. Elle a demandé des nouvelles de Caleb et Anna par leurs prénoms, et les prénoms sont sortis avec une demi-seconde de retard, comme si elle s'était entraînée dans l'allée avant d'appeler. Je me tenais dans la sellerie, tenant le téléphone, et j'ai ressenti la chose la plus étrange. Pas de la chaleur, pas du soulagement. Mais une vigilance froide et lucide. Le genre d'alerte que l'on ressent quand un cheval en qui on a confiance couche soudain les oreilles en arrière. Ma mère était gentille avec moi. Après 8 ans, après un Porsche, une lumière éteintée, les bébés. Je lui ai demandé calmement comment elle avait entendu parler du ranch. Elle a répondu, « Oh, tu sais comment les gens parlent. »
Ton père a vu quelque chose. Elle n'a pas dit quoi. Elle a ajouté que peut-être elle pourrait passer avec les enfants à l'occasion, que la famille ne devrait pas être composée d'étrangers, que la vie était courte, et qu'elle avait vu un article en ligne sur une jeune femme dans le milieu équestre qui réussissait très bien. Et que cela l'avait fait penser à moi. Cela l'avait fait penser à moi. J'ai dit que je verrais. J'ai raccroché, et je suis resté dans cette sellerie un long moment, retournant une seule question dans ma tête comme une pierre dans ma main, pourquoi maintenant? Je n'avais pas encore la réponse. Environ un mois plus tard, elle allait atterrir dans ma boîte de réception par accident. Travis a appelé ensuite, parce que bien sûr qu'il l'a fait. La franchise de fitness n'avait pas fait un carton. Elle avait, en fait, fermé 2 de ses salles, et la 3e perdait de l'argent, bien que je n'ai appris les détails que plus tard. Ce que j'ai eu ce jour-là, c'était l'offensive de charme. Mon petit frère sortant le grand jeu, comme il l'avait fait à chaque repas de famille de notre enfance. Le rire facile, le « il faut qu'on se voie », le « je voulais t'appeler depuis longtemps ». Il a parlé pendant 10 minutes avant d'en venir au fait. Et quand il l'a fait, il l'a emballé avec tant de douceur que j'ai failli en rater la forme. Il avait besoin d'un pont. Juste d'un pont. Juste le temps que la prochaine salle se stabilise. Il détestait me le demander, mais la famille s'entraide. Et il avait entendu dire que je réussissais très bien avec les chevaux. Il a annoncé un chiffre. Ce n'était pas un petit chiffre. J'ai laissé le silence s'installer, comme j'avais appris à le faire avec un jeune poulain. Sans forcer, en laissant simplement la pression s'exprimer d'elle-même. Puis j'ai dit calmement, « Travis, j'aide les gens qui ont répondu présent. Tu n'étais pas là. » Il a ri, incertain, et a demandé ce que cela était censé vouloir dire. Je lui ai dit exactement ce que cela voulait dire. Je lui ai rappelé que je m'étais tenu sur le porche de papa et maman avec 2 bébés et un compte bancaire vide, et qu'il avait ouvert la porte de sa chambre, m'avait vu, et l'avait refermée. Il a répondu qu'il ne s'en souvenait pas comme ça. J'ai dit que moi, oui, et que je m'en étais souvenu ainsi chaque jour pendant 1 an. Il est devenu silencieux, puis il est devenu froid. Il a dit que j'avais toujours été dramatique, et que la famille était censée pardonner. Je lui ai répondu, le pardon et un prêt sont 2 transactions différentes. Je lui ai souhaité bonne chance, et je le pensais. Puis j'ai raccroché, et je suis retourné à la grange, là où les choses avaient du sens. La réponse au pourquoi maintenant est arrivée un mardi, comme c'est souvent le cas pour ces choses-là, déguisées en rien du tout. Travis m'a transféré un email par erreur. Je pense qu'il voulait le transférer à ma mère, une question logistique à propos du mariage d'un cousin, mais son pouce a glissé sur le mauvais contact. Et sous le nouveau message, se trouvait tout l'historique de la conversation, remontant à 6 ans, comme le font les emails quand personne ne prend la peine de les nettoyer. J'ai failli le supprimer. Puis, une expression a attiré mon œil, mon propre nom. J'ai fait défiler l'écran. C'était là, noir sur blanc. Une conversation entre ma mère, mon père et mon frère, datant du printemps suivant la mort de Daniel. C'était ma mère qui l'avait écrit. Elle disait que m'accueillir aurait été jeter de l'argent par les fenêtres, que j'avais fait mes choix en épousant un éleveur fauché, et que certaines personnes étaient tout simplement de mauvais investissements. Mon père avait répondu, approuvant, ajoutant qu'il devait penser à l'avenir de Travis. Et puis, la phrase qui m'a vidé de l'intérieur, pour me remplir d'une chose bien plus dure. Ma mère avait écrit, on reste poli. On ne coupe pas totalement les ponts, car on ne sait jamais. Si le ranch finit par rapporter quelque chose, on voudra garder la porte entr'ouverte. Il ne m'avait pas oublié par négligence. Il m'avait classé par calcul. Un actif déprécié, une position qu'il conservait au cas où elle prendrait de la valeur. Les appels chaleureux n'étaient pas un dégel. C'était une évaluation trimestrielle. J'ai lu ce message 3 fois, debout dans la cuisine, et j'ai attendu la vague de rage. Elle n'est pas venue. Ce qui est venu à la place, c'est quelque chose de plus froid, et de bien plus utile. De la clarté. Je l'ai imprimé. Je ne l'ai pas imprimé pour un avocat ou un procès. Je l'ai imprimé pour ne plus jamais confondre ce qu'il faisait avec de l'amour. J'aimerais vous dire que j'ai préparé une vengeance élaborée ce soir-là. Non. Je ne suis pas faite pour les complots. Et les complots ont tendance à aigrir les gens qui les mènent. Ce que j'ai fait à la place était plus simple, et je pense, plus difficile. J'ai décidé que je ne leur accorderai pas une seule heure de ma colère.
Je n'allais pas appeler ma mère pour lui lire son email. Je n'allais pas laisser Travis m'entraîner dans un combat qu'il maîtrisait bien mieux que moi. J'allais faire la seule chose dont ma famille ne m'avait jamais cru capable, ni à l'époque, ni aujourd'hui. J'allais bâtir au-delà d'eux. J'allais construire quelque chose de si solide, de si proprement et si complètement à moi, que le jour où il tendrait la main pour s'en emparer, elle se refermerait sur du vide. C'était là tout mon plan. Construire, structurer, et attendre. À ce moment-là, Junipé avait 9 ans et avait fait ses preuves en tant que reproductrice. C'était la matriarche d'une lignée dont les acheteurs de 3 États voulaient une part, et ses poulains constituaient la fondation littérale de tout ce que le programme était devenu. Je suis sorti jusqu'à son box cette nuit-là, et je suis resté là dans le noir, comme je l'avais fait le 9e jour. Sauf que maintenant, la grange avait un toit neuf, la banque était remboursée, et 2 enfants dormaient dans une maison bien chauffée. J'ai gratté sous la mâchoire de cette jument aux jambes tordues, et j'ai pensé aux portes. Celles qui se ferment sur vous, celles qui s'ouvrent, et celles que vous apprenez à fabriquer vous-même, avec des charnières que vous êtes la seule à contrôler. Je n'allais pas me battre avec ma famille. J'avais déjà appris qu'on ne peut pas gagner une dispute contre des gens qui tiennent leur propre compte. J'allais rédiger les comptes, j'allais les rendre inattaquables, et j'allais le faire en silence, dès le lendemain matin. On pourrait croire que des gens qui ont rayé de leur vie une veuve dans un email auraient au moins la décence de garder leur distance. Les miens ont fait tout le contraire. À mesure que le nom du programme grandissait, ma famille s'est découvert une soudaine dévotion publique à mon égard. La première fois que je l'ai vu, j'étais à une compétition majeure de jeunes chevaux, le genre avec de vrais gradins et une diffusion en direct. Ma mère et Travis sont arrivés sans invitation, m'ont trouvé près de la remorque, et se sont transformés en carte de vœux dès qu'un appareil photo s'est braqué sur nous. Ma mère m'a serré dans ses bras pour le photographe du magazine équestre régional, sa main étalée sur mon dos comme si elle me présentait au monde. Travis a déclaré à un journaliste, assez fort pour être entendu, que la famille avait toujours cru en moi, et qu'il s'était sacrifié pour que je puisse poursuivre mon rêve. Je me suis tenu là, au milieu de leur mise en scène, comme un poteau de clôture sur lequel ils s'appuyaient pour la photo. Et j'ai compris ce qu'ils construisaient, parce que c'était le reflet inversé de ce que je construisais moi-même. J'assemblais des documents dans le bureau d'une avocate, dans le calme et sans témoin. Ils assemblaient une histoire, bruyante et visible de tous. L'histoire d'une famille unie, qui avait soutenu sa fille dans les moments difficiles. Ils préparaient le terrain pour être juste à mes côtés le jour où cela paierait, afin que personne ne remette jamais en question le fait qu'ils en reçoivent une part. Ils vendaient une image. Ils l'avaient toujours fait. Ma mère pouvait faire croire n'importe quoi à une salle entière, le temps d'une photo. Alors je leur ai laissé leurs photos, j'ai souri juste ce qu'il fallait, et j'ai archivé le moment, car j'avais déjà décidé de la fin de cette histoire. Ils allaient bâtir leur image en public. Et le jour venu, j'y répondrai de la seule façon qui puisse vaincre une image, avec la vérité, à voix haute, devant tous ceux qu'ils avaient toujours voulu impressionner. Il y a eu un moment, un seul, qui a failli me briser de l'intérieur. C'était mon père. Il m'a trouvé seul à l'arrière du parking des remorques après les photos, loin de ma mère. Il se tenait là, pétrissant son chapeau entre ses mains comme il le faisait quand il ne savait pas où se mettre. Ses yeux étaient rouges. Il a dit, « Bête, je pense souvent à cette nuit-là. J'ai attendu. Ta mère et moi nous sommes disputés après ton départ, la pire dispute de notre mariage. Je me suis assis dans le camion à minuit avec les clés à la main, et j'aurais dû conduire jusqu'à toi. J'aurais dû venir. » Pendant une seconde suspendue, j'ai eu de nouveau 12 ans, désirant si désespérément croire que mon père serait venu. Puis je lui ai posé la seule question qui comptait, « Papa, c'était il y a 8 ans. Où te tiens-tu maintenant ?» Il a regardé le sol, et le silence s'est étiré. Et dans ce silence, j'ai obtenu ma réponse, plus clairement qu'aucun mot n'aurait pu me la donner. Parce que s'il s'était tenu à mes côtés, il l'aurait dit. Au lieu de cela, il a bredouillé quelque chose sur le fait que c'était compliqué, à propos de ma mère, et qu'il ne voulait pas choisir de camp. Il avait eu 8 ans, une confession coincée au fond de la gorge, et il ne pouvait toujours pas faire un pas hors de l'ombre de ma mère. Je ne le détestais pas. C'est ça qui est étrange. J'ai juste fini par le cerner complètement. Un homme qui ressentait ce qui était juste, mais qui ne le ferait jamais. Si vous avez déjà eu un parent qui ne vous aimait que lorsque vous lui étiez utile, vous connaissez déjà le son de cette voix. Restez avec moi, car ce qui va se passer au ranch est la partie de ma propre vie que je n'arrive toujours pas à croire.
commentez si cela résonne en vous, et abonnez-vous pour ne pas rater la fin. L'offre est arrivée quand Caleb et Anna avaient 9 ans, et que j'en avais 34. À ce moment-là, le programme n'était plus un ranch, c'était une marque. Nous avions un centre d'entraînement, une liste de clients doublée d'une liste d'attente, et surtout, nous avions la lignée. Les descendants de Junipé étaient répartis dans les meilleures écuries du pays. Chacun d'entre eux remontait à cette jument aux jambes tordues, qu'un homme avait failli envoyer à l'abattoir. Une société de lifestyle western, le genre d'entreprise qui possède des compétitions, des marques de vêtements et des émissions de streaming, tournait autour de nous depuis 1 an. Un après-midi, leurs représentants se sont assis en face de moi et de Pat, à la table de ma propre cuisine, et ont fait glisser un chiffre sur le bois. 100 millions d'euros. Pour les terres, les installations, la marque. Et ils ont été très clairs, la génétique, les droits de reproduction, l'avenir de la lignée, resterait à moi. Je suis resté assise avec ce chiffre pendant un moment, et je vais être honnête avec vous, parce que je l'avais promis. Ce n'était pas 100 millions d'euros dans une valise. La plus grande partie représentait la valeur de la lignée et de la marque que j'avais passé 8 ans à construire, structurée sur la durée, dont une part était liée aux performances de la lignée dans les années suivant la vente. Mais le chiffre en gros titre était bien réel. Le genre de chiffre qui se retrouve dans un magazine régional, puis national. J'ai demandé 2 semaines. Ils m'en ont donné 3. Ce soir-là, je suis allé voir Junipé dans son box. Elle avait 12 ans maintenant, elle avait pris sa retraite des arènes de compétition pour un paddock confortable, et je me suis appuyé sur la barrière. Vendre signifiait que je n'aurais plus jamais à demander à quiconque sur cette terre un endroit où dormir ou une assiette pour manger. Vendre signifiait que la porte m'appartenait enfin, de manière permanente. Je savais déjà que j'accepterais. La seule question qui restait était de savoir pour qui j'allais ouvrir cette porte. Je savais ce que je voulais faire de cet argent avant même de finir de signer la vente. Et je l'ai structuré comme j'avais tout structuré, sur papier, de façon inattaquable, avec l'aide de Pat. 3 structures. La première était une fiducie, un trust, irrévocable pour Caleb et Anna, verrouillé si fermement qu'aucun charme, aucun procès, aucune supplication larmoyante lors de Thanksgiving ne pourrait jamais en arracher un seul euro. Ils seraient éduqués, en sécurité et libres, et personne ne se tiendrait jamais sur un porche pour évaluer leur valeur. La deuxième était pour Walt et Ruth. L'acte de propriété des 80 acres d'origine et de la ferme, signé à leur nom, libre de toute dette. Avec cela, un compte financier qui leur assurerait un confort pour le reste de leurs jours, ainsi qu'une part réelle des bénéfices. Pas un cadeau enveloppé d'obligations, juste quelque chose qui leur appartenait. Quand je l'ai annoncé à Ruth, elle a posé son torchon et m'a dit, « Tu ne nous dois rien, ma chérie. » Et j'ai répondu, « Je sais. » C'est exactement pour ça. La troisième, celle qui comptait le plus pour moi, était la fondation de bourse d'études Daniel Sinclair. Elle était dotée pour le long terme, afin d'aider les jeunes à se lancer dans les sciences équines. Avec une préférence spécifique, inscrite directement dans les statuts, pour les candidats élevant des enfants seuls. J'ai rédigé cette ligne moi-même. J'ai fait en sorte que Pat me la relise 2 fois. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec des documents, car c'était le seul langage que ma famille ne pouvait pas contester. Eux jouaient sur les sentiments, les photos, et la mémoire élastique de qui a fait quoi à qui. Moi, je jouais sur des signatures, certifiées par des témoins, notariées, et archivées. 1 mois avant la signature finale, j'avais affecté chaque euro important aux personnes qui avaient répondu présent. Et je l'avais fait sous une forme qui ne pouvait être défaite. La seule chose, c'est que je n'avais pas prévenu les personnes qui n'avaient pas été là. Ils allaient l'apprendre de la même façon qu'ils apprenaient tout, de loin, et trop tard. L'information a fuité, comme ça arrive toujours avec n'importe quelle affaire à 100 millions d'euros. Une page économique régionale en a parlé en premier, puis la presse équestre. Ensuite, un média national s'est emparé de l'angle auquel il ne pouvait pas résister, la jeune veuve qui avait bâti un empire à partir d'une jument promise à l'abattoir. Mon téléphone, qui était resté silencieux pendant des années du côté de la famille, a soudainement repris vie comme s'il était possédé. Ma mère m'a envoyé un texto dans les 6 heures, si fier de toi. Je l'ai toujours su. Travis a envoyé 3 messages. Puis 4. Le dernier n'était qu'une suite de ces petits émoticônes de célébration, comme si nous avions gagné quelque chose ensemble. Mon père a appelé et laissé un message vocal, disant qu'il espérait qu'on pourrait tous s'asseoir bientôt en famille, et qu'il m'aimait. Je me tenais dans la cuisine en lisant tout ça,
et j'entendais la voix de ma mère d'il y a 8 ans aussi clairement que si elle se tenait dans la pièce. Nous ne pouvons pas être ton filet de sécurité, Bethany. Sauf que maintenant, il voyait la taille du filet que j'avais tissé à partir de rien, pendant qu'il regardait à 90 minutes de là. Et chacun d'eux tendait la main pour s'y agripper. La femme qui m'avait dit qu'elle ne pouvait pas m'offrir un canapé se glissait maintenant dans mes textos avec des si fiers de toi. Le frère qui avait fermé sa porte m'organisait une parade à travers son téléphone. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Pas par cruauté, mais parce que j'avais appris que le silence est une réponse en soi, et une réponse claire. Il me restait 3 semaines avant la conclusion de la vente et la célébration que j'avais prévue pour l'occasion. Un véritable événement sur le ranch. La communauté équestre, les représentants de l'acheteur, les voisins qui m'avaient vu bâtir ça à partir d'une grange au toit percé. Je n'avais pas invité ma famille. Il ne m'était pas venu à l'esprit que je devrais le préciser explicitement. J'allais découvrir que, pour certaines personnes, une invitation est facultative. Travis a arrêté de demander, et a commencé à dicter. L'appel suivant n'était pas doux. Le charme avait disparu, poncé jusqu'à révéler quelque chose de brut et de présomptueux en dessous. J'ai réalisé que j'entendais enfin mon frère sans la mise en scène. Il a dit que la famille méritait de faire partie de cela. Il a dit « méritait ». Il a énuméré des choses, comme le font les gens quand ils ont tenu un grand livre de comptes en leur propre faveur sans jamais le montrer à l'autre partie. Tous les sacrifices, toutes les façons dont il m'avait soi-disant porté, une enfance dont je me souvenais apparemment mal. Puis il a dit la chose qui m'a indiqué exactement comment cela allait se passer, et évidemment, nous serons tous là pour l'annonce, et nous devrions discuter de ce qui est juste. Il n'y avait aucun point d'interrogation dans sa voix. Il ne demandait pas à être invité à ma célébration. Il m'informait qu'il venait, qu'un chiffre allait être discuté, et que je serais déraisonnable de suggérer le contraire devant tout le monde. Ils avaient passé 1 an à construire l'histoire publique de la famille aimante qui m'avait soutenu. Maintenant, ils comptaient en récolter les fruits, sur mes terres, devant mes invités, là où dire non me ferait passer pour la méchante. C'était, je devais l'admettre, un coup intelligent. C'était le seul type de coup qu'il connaissait. Utiliser le chantage au scandale, et le prix de paraître froide. Ma mère le lui avait enseigné à la table du dîner pendant 30 ans. J'ai dit à Travis que je le verrais à l'événement, ce qu'il a pris pour un oui. Ce n'était pas un oui, et j'ai raccroché. Ensuite, j'ai appelé Pat, et je lui ai dit de s'assurer que le moindre document soit signé, certifié et enregistré avant la date prévue. Pas après. Avant. Il n'y aurait plus rien à négocier. J'allais m'en assurer. La semaine précédant la célébration, j'ai fermé toutes les portes, sauf une. Pat et moi sommes restés assises à la table de la cuisine jusqu'à ce que les documents soient une chose achevée, pas un projet. La fiducie irrévocable est financée. L'acte de propriété de Walt et Ruth enregistré au bureau du comté. La fondation créée et capitalisée. J'ai lu chaque ligne de signature à voix haute une dernière fois, comme j'avais lu le contrat de Vivian des années auparavant, jusqu'à ce que le langage cesse d'être des mots pour devenir un mur. Dès le vendredi, il ne restait plus rien à donner, car je l'avais déjà donné aux bonnes personnes, sous une forme qui ne pouvait être annulée par des larmes, des menaces, ou un scandale devant 300 témoins. Et j'ai gardé une seule chose pour moi. La seule chose que l'acheteur avait accepté d'exclure de l'accord sur mon insistance, un seul poulain. Une pouliche issue du dernier croisement de Junipé, inscrite dans le contrat comme mienne, conservée, et invendable à n'importe quel prix. C'était une yearling ce printemps-là, baille claire, avec une balzane blanche, et un genou qui tournait très légèrement vers l'intérieur, exactement comme sa mère. Quand Caleb et Anna l'ont vue, ils ont débattu de son nom pendant 1 heure, avant de s'accorder sur June. D'après Junipé. La lignée allait perdurer, plus modestement maintenant, juste la nôtre, dans un paddock que les enfants pouvaient voir depuis la fenêtre de leur chambre. Je me suis tenu près de la clôture, le soir où j'ai terminé la paperasse, et j'ai regardé la jument fondatrice et la jeune pouliche broutée nez à nez. 11 ans les séparaient, mais elles avaient la même jambe tordue et magnifique. Et j'ai senti la fondation que je préparais depuis 8 ans durcir enfin complètement. Tout ce qui était important était verrouillé. Tout ce qui était important était protégé. La seule chose qui restait, c'était ce à quoi je me préparais depuis qu'un téléphone avait sonné un jeudi ordinaire. Il venait, et j'étais prête. Ma mère a conduit jusqu'au ranch seule, 2 jours avant l'événement. Elle n'avait pas mis les pieds sur les terres des Sinclair au cours des 8 années qu'il m'avait fallu pour le bâtir.
Et maintenant, elle arrivait dans son beau manteau, et se tenait dans mon allée, regardant la nouvelle grange, la carrière, et la plaque en laiton près du portail. Je l'ai regardé faire les calculs derrière ses yeux, les mêmes calculs qu'elle avait fait sur un Porsche en octobre. Elle a commencé de façon chaleureuse. Elle commence toujours ainsi. Elle m'a dit qu'elle était fière, qu'elle avait toujours su que j'en étais capable, qu'une mère le sait. Quand cela ne m'a pas ému, elle est passée au chagrin, tamponnant des yeux qui n'étaient pas vraiment humides, me disant à quel point il avait été difficile de me voir lutter de loin, combien elle avait pleuré pour moi. Quand le chagrin ne m'a pas ému non plus, elle a trouvé le vrai terrain sur lequel elle se tenait. Elle a dit, après tout ce que j'ai sacrifié pour toi, vas-tu vraiment humilier cette famille devant tout le comté? Et voilà. Pas de l'amour. Du chantage. La menace d'un scandale, le risque de paraître froide, exactement le plan que Travis avait mis en marche, car c'était elle qui l'avait écrit en premier. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai juste dit calmement que je n'avais rien de quoi embarrasser qui que ce soit. Que j'organisais simplement une célébration pour les personnes qui avaient bâti cet endroit avec moi. Elle a entendu la forme de ce que je ne disais pas, et son visage s'est durci. Derrière moi, la porte moustiquaire s'est ouverte, et Ruth est sortie sans dire un mot, pour se tenir à mon épaule. Silencieusement, elle a soulevé la courte pointe bleue étoilée de la balancelle du Porsche, et l'a posée sur mes épaules contre le froid du soir, de la même façon qu'elle avait enveloppé mes bébés dans une station-service 8 ans plus tôt. Ma mère a regardé cette courte pointe pendant un long moment. Puis elle est montée dans sa voiture et est partie. La nuit précédant la célébration était claire et fraîche, et je n'arrivais pas à dormir. Alors j'ai fait ce que je faisais toujours quand je ne trouvais pas le sommeil, je suis allé à la grange. Le terrain était prêt. Une tente montée près de la carrière, des chaises alignées, et une petite estrade en bois où je dirais quelques mots pendant que la bannière de la fondation se déploierait. J'avais invité les personnes qui comptaient. Vivian, qui avait pris l'avion pour l'occasion. Les ouvriers du ranch et leurs familles. Les voisins qui avaient transporté de l'eau pendant l'année de sécheresse, sans jamais envoyer de facture. Les représentants de l'acheteur. Et Walt et Ruth en tant qu'invités d'honneur, assis au premier rang, même si Ruth avait grommelé qu'elle n'avait pas besoin de tout ce tralala. Je n'avais invité ni mes parents, ni mon frère. J'y avais réfléchi de la même manière que l'on réfléchit à laisser un portail ouvert, et j'avais décidé que non. Cette journée appartenait aux personnes qui avaient répondu présent, et il n'y avait pas de place dans cet arrangement pour ceux qui n'avaient pas été là. Je me suis assise sur un seau retourné dans l'obscurité, le même genre de seau sur lequel Walt s'était assis le jour où le premier poulain avait été vendu. J'ai repassé mes mots dans ma tête une dernière fois. Je savais exactement ce que je voulais dire, et je savais que je voulais le dire calmement, car le calme était l'essence même de ce moment. Le calme était la chose qu'il n'avait jamais pu m'enlever. June, la pouliche, a glissé son nez sur ma manche à travers les barrières. Junipé somnolait dans le paddock d'à côté. J'avais planifié chaque mot du lendemain jusqu'à la respiration près. Ce que je n'avais pas prévu, ce que je n'avais sincèrement pas vu venir, c'était que ma famille passerait tout simplement par le portail principal sans y être invitée. Comme on le fait quand on a passé toute sa vie à croire qu'une porte fermée ne s'applique pas à soi. Le jour s'est levé, doré et paisible. À 11 heures, le parking de la carrière était plein. Des camions, des remorques, et les SUV noirs de l'acheteur étaient alignés le long de la clôture. Près de 300 personnes flânaient sur le domaine avec des tasses de café et de la limonade, parlant de chevaux, du temps, et de la chose incroyable que cette veuve avait construite ici, dans la poussière. Il y avait une longue table de nourriture sous la tente. J'avais demandé à Ruth d'apporter son ragoût. Elle l'avait préparé dans ce même plat à gratin couleur souci, mais à plus grande échelle dans une cocotte, tout en finissant par le servir depuis le plat original. Parce qu'il y a des choses qu'on ne remplace pas, juste parce qu'on en a enfin les moyens. Je portais une chemise propre et de bonnes bottes, et j'ai serré une centaine de mains. Vivian m'a trouvé, m'a serré le bras et a dit « Vous avez fait exactement ce que je savais que vous feriez ». Je lui ai répondu qu'elle était la seule personne qui avait jamais misé sur moi avec son propre argent, plutôt qu'avec ses opinions. Walt et Ruth étaient assis au premier rang, près de l'estrade. Walt portait une cravate qu'il détestait visiblement. Ruth avait les jumeaux de chaque côté d'elle, dans leurs beaux vêtements. Caleb s'agitait, Anna était solennelle et fière. Le chef d'équipe de l'acheteur est venu confirmer que nous étions prêts à officialiser la chose depuis la scène. Tout était calme. Tout était exactement comme je l'avais construit.
Je me suis approché de la petite estrade en bois, tenant mes quelques pages de discours dont je n'avais pas vraiment besoin. Et j'ai balayé du regard la foule joyeuse et ensoleillée une dernière fois. Les visages de toutes les personnes qui avaient mis la main à la pâte. Et c'est là que je les ai vus. Ma mère, mon père et Travis, franchissant le portail principal. Habillés pour l'objectif. Faisant le tour de la foule comme s'ils étaient les maîtres des lieux. Sans y être invités, souriant, et parfaitement à l'heure. Ils se mouvaient parmi mes invités comme des dignitaires. Ma mère portait son beau manteau et un sourire qu'elle pouvait tenir une heure sans qu'il ne se fende. Elle s'arrêtait pour se présenter aux inconnus comme étant « la mère de Beth ». Vous devez être tellement impressionné. Nous l'avons toujours su. Travis s'était positionné près du petit groupe de journalistes, le magazine régional et la caméra de diffusion en direct. Je l'ai regardé se pencher vers un reporter et dire, juste assez fort, que la famille avait tout sacrifié pour me donner ma chance. Que c'était l'histoire de ce qu'une famille peut accomplir quand elle reste unie. Mon père traînait derrière eux, les mains dans les poches, ses yeux cherchant les miens pour ensuite s'en détourner. Ils n'étaient pas là pour célébrer. Ils étaient là pour être vus en train de célébrer. Pour se planter dans le cadre, afin que, quoi qu'il arrive ensuite, chaque photo et chaque extrait vidéo les montre à mes côtés. La famille aimante à qui je devais tout. Ma mère a croisé mon regard à travers la foule, et a levé la main pour me faire un petit signe. Confiante, possessive. Le signe d'une femme certaine que sa place a été gardée. Quelques voisins, qui connaissaient la vraie histoire depuis des années, sont devenus silencieux et immobiles. De la même façon qu'un troupeau se fige quand quelque chose qui n'a rien à y faire longe la clôture. La main de Ruth a trouvé l'épaule de Hannah. Vivian a haussé un sourcil dans ma direction. Une question. J'ai répondu par un infime mouvement de tête. Pas encore. J'ai gravi les 2 marches de l'estrade. La foule a commencé à s'installer et s'est tournée vers moi. Ma mère souriait à tout le monde comme si elle avait bâti cet endroit elle-même, composant déjà son visage pour la gratitude qu'elle était sûre de recevoir. J'ai posé mes pages inutiles sur le pupitre. J'ai regardé les personnes que j'aimais au premier rang. Et j'ai commencé. Je n'ai pas élevé la voix. C'était là tout l'intérêt. Je me l'étais promis la nuit précédente, assise sur un seau retourné. Plus une chose est bruyante, plus il est facile de s'y opposer. Alors j'ai commencé doucement, et la foule s'est penchée pour m'entendre. Ce qui fait que, quand je suis arrivé à la partie qui comptait, les 300 personnes étaient dans un silence de mort, suspendu à chaque mot. Je les ai remerciés d'être venus. Je leur ai raconté la version courte de la vérité, il y a 8 ans, j'étais arrivé à Cedar Hollow avec 2 bébés et absolument rien. Les personnes qui m'avaient accueilli ne m'avaient pas demandé ce que je pouvais faire pour eux. Ils avaient simplement mis 2 couverts de plus. J'ai cherché les yeux de Ruth au premier rang. Ensuite, j'ai dit que j'avais 2 cadeaux à offrir avant que nous n'officialisions quoi que ce soit. Et je voulais les offrir devant tout le monde, car les bonnes personnes méritent d'être remerciées à voix haute. D'abord, ai-je dit, la fondation. J'ai hoché la tête, et la bannière s'est déroulée derrière moi. C'était là, la fondation de bourse d'études Daniel Sinclair. Le nom de mon défunt mari, écrit en lettres de 20 pieds de haut, au-dessus de mon épaule. Financé pour aider des jeunes à intégrer le métier qui m'avait sauvé la vie, avec une préférence pour les parents élevant seuls leurs enfants. La foule a laissé échapper ce murmure chaud et grave que fait une assemblée quand quelque chose touche juste. Et puis, le deuxième cadeau. J'ai demandé à Walt et Ruth de se lever. Ils l'ont fait, confus. Ruth pressait sa main contre sa poitrine. Et j'ai révélé aux 300 personnes ce que je n'avais dit à personne en dehors du bureau d'un avocat. L'acte de propriété de cette terre était déjà, depuis cette semaine, signé au nom de Walt et Ruth Sinclair. Libre de toute dette, à eux pour toujours, accompagnés de tout ce dont ils auraient besoin pour ne plus jamais avoir à s'inquiéter. Parce qu'il y a 8 ans, ils avaient offert un foyer à une inconnue. Et on ne rembourse pas une telle chose. On peut seulement essayer de l'égaler. Ruth a commencé à pleurer. Walt lui a attrapé le coude. La foule s'est levée, et les applaudissements ont roulé à travers le domaine comme un orage. Et au bord de cette foule, 3 visages ne bougeaient pas. Le sourire de ma mère était toujours figé en place, mais il avait cessé de signifier quoi que ce soit. Figé sur un visage qui comprenait rapidement qu'il avait apporté la mauvaise expression au mauvais événement. Travis était devenu blanc.
Mon père fixait l'estrade comme un homme regardant un train dont il avait supposé qu'il s'arrêterait. J'ai laissé les applaudissements se calmer. Puis, je les ai regardés droit dans les yeux. Juste 3. Et j'ai dit la seule chose qui restait à dire, doucement, pour que toute la foule silencieuse puisse entendre chaque mot, la famille, ce n'est pas ceux qui partagent votre sang. C'est ceux qui ont répondu présent. Ma mère a retrouvé sa voix la première. Et ce n'était pas la voix chaleureuse. C'était la voix du porche. 8 ans plus vieille, et 2 fois plus tranchante. Et elle a jailli d'elle avant qu'elle ne puisse s'en empêcher. Comment oses-tu, a se dit, assez fort maintenant pour que les têtes se tournent. Comment oses-tu humilier ta famille devant tous ces gens? Et c'était là l'inversion que je m'étais promise. La femme calme sur l'estrade, et la femme bruyante dans la foule. L'exact opposé d'un porche en octobre. Travis a essayé de sauver la situation. Il s'est avancé, balbutiant quelque chose sur le fait que ce n'était pas légal, que la famille avait des droits, qu'ils avaient contribué. Des mots sans aucun poids derrière eux. Parce qu'il n'y avait aucun document derrière eux. Juste une histoire qu'ils s'étaient racontée à eux-mêmes. Le chef d'équipe de l'acheteur a discrètement fait signe à 2 membres du personnel. Ils se sont dirigés vers ma famille, avec la politesse douce et inébranlable des gens dont c'est le métier. Mon père n'a rien dit du tout. Il s'est contenté de me regarder. Et pendant une dernière seconde, la confession du parking a vacillé sur son visage. La chose qu'il ressentait, mais qu'il ne ferait jamais. Et puis, il a baissé les yeux vers le sol, là où il regardait toujours, et s'est laissé guider vers la sortie. Ma mère a continué de parler tout au long du chemin, sa voix devenant de plus en plus petite à mesure que la distance grandissait. Après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout ça. Jusqu'à ce que le portail se ferme, que les mots s'arrêtent, et que le domaine ne soit plus peuplé que par mes invités. 300 témoins, et un silence qui m'appartenait enfin. La célébration a continué, parce que c'est ce que font les célébrations. Et en 20 minutes, l'étrangeté de la situation s'est dissoute dans la musique, la nourriture, et la joie ordinaire de gens qui s'apprécient. Mais je me suis éclipsé de l'attente pendant 1 minute, parce que j'en avais besoin. J'ai marché vers la maison et me suis assise sur la balancelle du porche. Ruth est venue s'asseoir à côté de moi, sans un mot. Quelqu'un avait laissé la courte pointe bleue étoilée pliée sur la coudoir, douce et délavée maintenant, les 8 années de lavage ayant aminci le coton. Ruth l'a tirée sur nos genoux. Plus loin, au-delà de la barrière, Junipé broutait dans la lumière dorée du soir. Et à côté d'elle, June, la pouliche, en était le miroir exact, jusqu'à la jambe tordue. Les 2 extrémités d'une lignée sur laquelle personne n'avait voulu parier, à part moi. Caleb et Anna ont couru sur l'herbe vers nous, essoufflés pour une raison quelconque, comme le sont les enfants. Ils se sont entassés sur la balancelle et sous la courte pointe. L'espace d'un instant, nous nous sommes retrouvés tous les 4 enchevêtrés dans cette couverture délavée. Celle qui avait enveloppé ces mêmes bébés sur un parking, autrefois, quand nous n'avions rien. Nous n'étions plus des gens qui n'avaient rien. Mais ce n'était de toute façon jamais vraiment la question. Vous voulez probablement savoir ce qui leur est arrivé. Alors, je vais vous le dire brièvement, parce qu'ils n'ont plus le droit d'occuper la partie longue de mon histoire. Ma famille a engagé un avocat. Évidemment. La lettre est arrivée quelques semaines plus tard, pleine de mots comme « attente raisonnable » et « contribution familiale ». Pat l'a lu une fois, l'a posée sur le bureau, et a dit qu'elle n'avait pas plus de valeur juridique qu'un simple souhait. Il n'y avait rien à contester. La fiducie était irrévocable. L'acte de propriété était enregistré. La fondation était créée. Je n'avais pas construit un complot qu'il pouvait briser. J'avais construit une structure à l'extérieur de laquelle il ne pouvait que se tenir. C'était exactement mon intention, ce fameux mardi, un email imprimé à la main. Les lettres se sont arrêtées. La franchise de Travis a finalement fermé définitivement. La conséquence de ses propres choix, et pas d'un seul euro des miens. Et je ne ferai pas semblant de dire qu'une petite partie de moi, fatiguée, n'a pas noté la symétrie de la chose. Mon père a envoyé un dernier message des mois plus tard. Aucune excuse, juste une ligne qui disait « Ta mère ne pardonnera jamais ça ». Comme si c'était une nouvelle. Comme si c'était ma perte. Je n'ai pas répondu. Walt et Ruth vivent toujours dans la ferme, sur les 80 acres qui leur appartiennent. Et le compte bancaire financé signifie que Ruth a enfin convaincu Walt de se faire opérer du genou,
et qu'ils sont partis une semaine sur la côte. Les premières vacances de leur vie de couple. La fondation a attribué sa première bourse d'études l'automne suivant. Et je veux que vous sachiez qu'il a obtenu, car c'est ce dont je suis la plus fière. Une veuve de 24 ans avec un enfant en bas âge. Elle travaillait de nuit et voulait apprendre les sciences équines. Tous les gens de son entourage lui avaient dit que ce n'était pas réaliste pour une fille dans sa situation. J'ai lu sa lettre de motivation 3 fois. J'ai appelé Pat, et je lui ai dit de s'assurer que ce dossier la passe. Parce qu'il y a 8 ans, une femme a frappé à la mauvaise porte avec 2 bébés, et on lui a dit qu'elle était un mauvais investissement. Je voulais juste être la bonne porte pour quelqu'un d'autre. J'ai gardé une propriété plus petite après la vente, 20 acres au bout de la rue de chez Walt et Ruth. Avec une grange juste assez grande pour ce qui compte vraiment. Je fais naître une poignée de poulains chaque année avec June, la pouliche qui a la jambe de Junipé. Et je le fais lentement, avec soin, et par amour du métier. Pas parce qu'une banque tient les comptes. Junipé broude toujours près du chêne, là où les enfants peuvent la voir depuis la clôture. Caleb veut devenir vétérinaire. Anna veut diriger la fondation un jour, et je pense qu'elle le fera. Nous dînons à une table sans chaise vide et sans registre caché. La plupart des soirs, c'est très simple. Juste un ragoût, des devoirs, et un chien sous la table. Et cette paix ordinaire, sans histoire, est la chose la plus riche que je possède. Il m'a fallu 100 millions d'euros pour apprendre qu'elle était gratuite depuis le début. J'ai passé la première moitié de ma vie à croire que je devais mériter une place à la table de ma propre famille. Jusqu'à ce que 2 personnes, de qui je n'étais même pas né, m'installent un couvert sans rien demander en retour. Ils m'ont enseigné la seule leçon qui soit jamais restée, l'amour qui tient des comptes n'a jamais été de l'amour. C'était juste une facture en attente d'être envoyée. C'est mon histoire. Une porte fermée, une cuisine ouverte, et un cheval aux jambes tordues dont personne ne voulait, à part moi. Si quelqu'un a répondu présent pour vous, quand votre propre sang vous a tourné le dos, allez le lui dire aujourd'hui. N'attendez pas d'avoir 100 millions d'euros pour le faire. Et si cette histoire vous a ému, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire, racontez-moi quelle porte s'est ouverte pour vous. Abonnez-vous, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.